Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Le Nouveau Congo qui vous sera présentée par Jérémy Moukouna. Je suis très heureux de me retrouver encore chez vous pour vous présenter cette émission. Et ce soir, nous recevons sur ce plateau M. Jean-Martin Sali Bongengue, qui est le président de RCK. Voilà, avec le président du RCK, nous allons parler du massacre à Béni et on parlera également de la vision de cette plateforme en tant que parti politique. Et ensuite, nous allons parler de... On va faire un petit rétro par rapport au passage du chef de l'État ici en France. Alors, chers téléspectateurs, comme je vous l'avais dit au début, je vous redis encore bonsoir et je m'en vais dire bonsoir à mon invité de ce soir. Bonsoir, monsieur Jean-Martin Sali Bongengue. Bonsoir, messieurs le journaliste Jérémy Moukouna, et bonsoir aussi à tous les compatriotes congolais qui nous suivent en ce moment. Évidemment, je vous reçois sur ces plateaux comme le président de RCK. Alors, brièvement, pourriez-vous dire à nos téléspectateurs qui nous regardent, qui est l'homme? Qui est l'homme? Martin Sali Bongengue, je suis un fils digne de la République démocratique du Congo. J'assume la responsabilité tant que président du nouveau parti politique, les RCK, qui a un objectif pour la reconstruction du Congo. Voilà donc d'entrée de jeu, monsieur Jean-Martin Sali Bongengue, je m'en vais vous poser ma première question par rapport au massacre qui se déroule actuellement à Béni, parce qu'il y a le peuple qui pleure et qui crie. Mais ma question est de savoir, le FARDC affirme prendre du terrain et maîtriser la situation. Mais pourquoi ça continue? Et qui est derrière ces tueries? Merci pour la question, monsieur le journaliste. Il faut remonter vers la genèse, parce que la guerre des Béni, où l'ensemble du territoire congolais, il faut savoir, si j'essaye de remonter à l'époque en 1994, quand il y avait l'assassinat de Juvéniel Habyarimana, c'était les commencements du génocide rwandaise, les génocides qui a poussé l'immigration massive du peuple rwandais en RDC. Et puis, on voit bien les accords de l'Émirat qui s'est fait en 1996 entre l'État rwandais, ougandais, burundais, plus la personne physique de Mouzé Laurent Désiré Kabila, ils ont signé cet accord. Et il faut savoir, c'était avant la prise de pouvoir de Laurent Désiré Kabila. À l'époque, il était rebelle. Parmi ces accords, quand ils ont signé, ils voulaient créer comment dirais-je, une république indépendante du Kivu. Deuxièmement, ils voulaient céder, ils ont demandé que Laurent Désiré Kabila puisse céder 300 kilomètres à l'intérieur du pays. Et c'est à partir de là, on sait bien comment ils ont préparé la balkanisation. Ils ont proposé que les sols et les sous-sols congolais puissent appartenir à l'Alliance. Donc, qui dit l'Alliance, c'est les groupes armés. Et après, ils ont proposé aussi que la nationalité congolaise puisse être donnée à tous les Banyamulenge qui sont sur le sol congolais. Et aussi aux Rwandais qui sont... par rapport à l'accord de l'Émirat, c'est ça? Les accords de l'Émirat. Ouais. Ils ont proposé aussi que les Rwandais qui sont installés avant 1960 en République démocratique du Congo, qui puissent aussi avoir la nationalité congolaise. Il y a eu pas mal de propositions ou des accords qui étaient signés, mais j'ai étalé à peu près les 4 accords qui étaient signés. Et nous savons tous, après la prise de pouvoir de Mouzé Laurent Désiré Kabila, il avait annulé tous les contrats qui étaient signés avec les 3 États, Ouganda, Rwanda et Burundi. Et c'est là qui avait causé la mort de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Et à ne pas oublier, il y a eu des guerres qui se sont suivis. Il y a eu, après les accords de Kampala, il y a eu les accords de Lusaka. Mais le 24 février 2013, il y a eu les accords d'Addis Abeba. Et les accords d'Addis Abeba, qu'est-ce qu'ils ont dit? C'était pour la pacification de la paix, la sécurité et la coopération
entre la région des Grands Lacs. Et malgré cela, il y avait la présence de 9 pays frontaliers qui sont en RDC et il y avait la participation de l'ONU. À l'époque, il y avait le secrétaire général Ban Ki-moon qui était présent. Ils ont signé les accords de la paix pour sécuriser le pays frontalier en RDC. Mais qu'est-ce qu'on a vu après? Il y avait les attaques de M23. Et d'où vient le M23? C'était toujours la création des groupes armés de Kabila, Museveni et Kagame. Et depuis là jusqu'à aujourd'hui, tous les accords qui étaient signés n'étaient pas respectés. Les massacres ont continué pendant autant des années et comme ils ont signé les accords de l'Émirat par rapport à ce que j'ai dit, ils voulaient arriver jusqu'au bout. Et les accords, nous, tant que peuple congolais, on dit les accords qui étaient signés n'appartiennent pas au peuple congolais parce qu'à l'époque, Mouzé Laurent Désiré Kabila n'était pas le chef de l'État. C'était un rebelle, c'était un individu, c'est-à-dire l'État rwandais, ougandais, burundais avaient signé les contrats avec un individu. Donc, nous ne pouvons pas céder même une portion de nos terres. Et surtout que les sols et les sous-sols congolais appartiennent aux fils et aux filles dignes de la République démocratique du Congo. Et nous, maintenant, nous déplorons les massacres qui continuent à se passer en RDC. Et les criminels, les assassins, les génocidaires sont là. On les connaît. Mais qui sont-ils, ces génocidaires, ces assassins, ces criminels? Parce que lorsque vous parlez des accords de l'Émirat, quel est le point d'intersection qu'il y a entre ces accords-là et vous êtes entre ces accords et les tueries qui se passent actuellement à Béni? Oui, mais tout ce que j'ai étalé tout à l'heure, il faut savoir, c'est le plan des Tutsi Power. Les Tutsi Power, ils veulent prendre les 300 km étendus sur la République démocratique du Congo. Et ils veulent balkaniser les Congos pour continuer les pillages systématiques de nos ressources naturelles et minières. Et alors que le minerai, les sols et les sous-sols de la République démocratique du Congo appartient aux Congolais. Et c'est ce qui fait que, comme ils ont besoin des terres, ils vont essayer de tuer, de massacrer la population qui sont vers le nord, le sud et est Kivu, plus précisément vers Béni, parce qu'ils veulent créer un autre État à la place. Et comme ils veulent dégager, éliminer et raser complètement cette partie des terres pour remplacer le Banyamulenge ou les Tutsis rwandais sur les sols congolais, nous, on n'en veut pas. Et qu'est-ce qui s'est fait, la guerre qui se passe? Il faut dire au peuple congolais, vous savez même, on dit la FARDC, ils sont en train de massacrer aussi parce que la majorité de militaires qui sont à la FARDC, ce sont comment dirais-je, ce sont des loups habillés en peau de brebis. C'est-à-dire ces gens-là, ils travaillent au compte des Tutsiland, ils travaillent au compte des Kabila. Et ils se sont déguisés pour continuer à massacrer la population congolaise. Mais ce sont des Congolais, ces militaires qui combattent sur le front. Mais non, c'est pas tous les Congolais. Les Congolais, ils sont infiltrés. L'armée congolaise est infiltrée. Si on se rappelle l'époque des Mamadou Ndala qui défendaient notre pays, il y a eu les Mbuzamabé. Mais si on se rappelle encore le massacre qui avait commis Bosco Tangana du M23 à l'époque en République démocratique du Congo, aujourd'hui, il se trouve où? À ces pays, à la Cour pénale internationale. Par rapport aux massacres qui continuent. Parce que quand on regarde les massacres en RDC, il n'y a pas que Béni. Si on regarde le massacre des Kamwena Sampou au Kasaï, quand on regarde encore les massacres de Boudidia Congo, à l'époque au Bas-Congo, ils sont un peu partout. Ils sont en train d'éliminer totalement, comment dirais-je, la population congolaise. Et ça, on n'en veut pas. Mais président, vous dites que non, on élimine la population congolaise. Mais cette population reste passive et admire comment est-ce que ces gens-là viennent pour les éliminer.
Qu'est-ce que vous proposez par rapport à cela? Que faudrait-il faire? Qu'est-ce que le Congo doit faire pour faire en sorte que nous ne puissions pas perdre nos terres? Mais non, c'est que je peux dire, la proposition des RCK, on propose à l'État congolais, déjà c'est mettre en application la charte des Nations Unies en République démocratique du Congo pour exiger que les conseils de sécurité puissent prendre leurs responsabilités pour sécuriser, protéger. Et en cas d'attaque, il faut qu'il y ait une défense. C'est au Conseil de sécurité des Nations Unies qui peut protéger la population congolaise. Ça, c'est premièrement. Mais deuxièmement, il faut que l'État congolais puisse prendre leurs responsabilités au niveau de l'armée pour sécuriser et protéger nos frontières. Et qu'est-ce que les RCK proposent? Aussi, nous proposons le respect des accords d'Addis Abeba qui étaient signés le 24 février 2016, que ces accords soient respectés. Parce que si ces accords ne sont pas respectés, les peuples sont massacrés, il y a aussi la responsabilité qui incombe aux Nations Unies. Bon, il ne faut pas oublier ce que je peux souligner, il faut que le peuple congolais aussi puisse prendre ses responsabilités en application de l'article 63 de la Constitution qui dit « Tout Congolais a les droits et devoirs sacrés de défendre l'intégrité territoriale face à une menace extérieure ». Aujourd'hui, nous sommes menacés, les Congolais doivent se défendre. Je vous le rappelle encore, je reçus sur mon plateau Monsieur Jean-Martin Sali Bongenge, qui est le président du RCK, avec qui nous sommes en train, bien sûr, de parler de voies et moyens de sortie de cette situation, parce que apparemment, la population de Béni, d'ailleurs moi j'ai reçu un message de monsieur qui habite Béni et qui me dit que c'est vraiment très grave. Alors monsieur le Président, que pensez-vous de la MONUSCO? Doit-elle rester au Congo ou bien doit-elle partir? Et si la MONUSCO partait, quelles en seront les conséquences? Bon, il faut savoir, la MONUSCO, c'est l'un des organes des conseils de sécurité des Nations Unies. Selon la charte, c'est ce que je dis, la charte des Nations Unies, exige à la MONUSCO, nous, la République démocratique du Congo, nous sommes parmi les pays qui font partie des Nations Unies. Ouais. Bon, maintenant, c'est à la MONUSCO de prendre leurs responsabilités, ce qui ne se fait pas. Alors qu'il reste. Non, j'arrive. Je voudrais avoir votre point de vue. Non, je ne peux pas dire qu'ils partent ou qu'ils restent. Bon. Je donne un point de vue. L'État congolais paye plus de 1,5 milliard par an à la MONUSCO. Et qui en bénéficie, ce sont les casques bleus de la MONUSCO. Et l'argent se volatilise. Quand on travaille, l'ouvrier, on dit l'ouvrier mérite son salaire. La MONUSCO, ils sont payés pour travailler en République démocratique du Congo. Mais le boulot ne se fait pas. Le peuple sont massacrés, le peuple sont tués, les maisons sont brûlées. Et les peuples congolais sont meurtris. Qu'est-ce que la MONUSCO doit faire? Il doit respecter la charte des Nations Unies. Et c'est ça les problèmes. Parce qu'aujourd'hui, parce que l'ancien régime de la Kabylie exigeait que la MONUSCO puisse partir. Il faut qu'on puisse faire très attention dans ça. On ne sait pas, est-ce qu'ils veulent qu'il n'y ait pas de témoins pour préparer un autre génocide ou ils attendent que le départ de la MONUSCO pour qu'après les Tutsi Power puissent envahir les territoires où il y a la MONUSCO, parce qu'ils sont là sur place. Si aujourd'hui les Tutsis ou les Rwandais viennent envahir les territoires des Béni, il y a la MONUSCO. Donc c'est là les problèmes. Nous, ce qu'on demande, que la MONUSCO respecte
la Charte des Nations Unies. Et on veut que le peuple congolais soit sécurisé. Parce que nous avons vu il y a quelques semaines, le peuple est descendu dans la rue pour brûler les installations de la MONUSCO. Eh ben, ils les ont accusés de tous les maux, vous le savez, non? Oui, c'est les ras-le-bol. C'est les ras-le-bol. Mais là, c'est pour ça que je me pose la question de savoir, est-ce que la MONUSCO mérite-t-elle de rester toujours sur nos terres ou bien doit-elle partir? Parce que après tout, il paraît qu'il y a plus que la MONUSCO fait pour que cette population... Écoutez, c'est que je peux dire maintenant, le peuple congolais, nous avons compris les rôles de la MONUSCO en RDC, c'est pour contrôler et servir les béquilles aux multinationales pour exploiter illégalement nos ressources naturelles et minières, y compris eux-mêmes la MONUSCO. Au lieu de sécuriser la population, ils sont venus faire les trafics de minerais. Et maintenant, si la MONUSCO continue, maintenant, c'est à l'État congolais de prendre les dispositions pour dire à la MONUSCO, on n'en veut pas, maintenant on veut changer une autre façon. C'est pour ça tout à l'heure j'ai étalé que la MONUSCO puisse continuer à respecter la charte que la République démocratique du Congo a signée aux Nations Unies. Si les accords que l'État congolais a signés aux Nations Unies ne sont pas respectés, là maintenant, l'État congolais prendra la décision pour dire à la MONUSCO de ne plus rester dans notre pays. Parce que le peuple congolais sont tués aussi et aux yeux de tous. Surtout à la présence de la MONUSCO. Parce que quand la MONUSCO, là où je ne suis pas d'accord, il dit, ils attendaient que l'armée congolaise puisse les inviter pour intervenir. Tandis que le rôle de la MONUSCO, c'est sécuriser et protéger. Donc, si avec le temps, il n'y a rien qui marche, donc nous, ce qu'on veut maintenant, que la MONUSCO puisse sécuriser nos frontières. C'est ce qui est important. Et on demande aussi à l'État congolais de renforcer au niveau de la défense nationale l'armée congolaise pour protéger la population. Quand il n'y a pas la paix, on n'est pas tranquille. Quand il n'y a pas la paix, il n'y a pas les développements. Monsieur Martin, lorsque le chef de l'État dit qu'il est prêt à mourir pour la paix à l'Est, selon vous, quelle est la portée de ces messages? Quelle est la portée de ces messages? Bon, quand il dit il peut mourir pour la paix à l'Est du pays, c'est comme moi je peux le dire aussi. Parce qu'on veut que vous savez, la République démocratique du Congo n'est pas un abattoir humain. La République démocratique du Congo, c'est une nation qui regorge des minéraux, là où habite le peuple congolais. Nous, on ne veut plus de massacres en République démocratique du Congo. S'il dit ça, il a raison. On doit se battre pour qu'il y ait la paix. Nous, on veut la paix du peuple congolais à l'Est, vers la région des Bénis. Parce que les Tutsis ne veulent pas lâcher Béni. Si le chef de l'État, il a dit ça, je l'encourage de façon qu'il puisse continuer à mener ces combats, parce qu'il ne faut pas oublier, en novembre 2013, le M23 était amnistié. Mais aujourd'hui, le M23 revient encore avec la force. Avec la force de qui? De Kabila, Museveni et Kagame. Le chef de l'État ou l'État congolais doivent se battre très fermement pour que la mort du peuple congolais ne se produise pas à l'est du pays. Parce que ça nous fait mal qu'on voit tout le temps nos mamans, nos papas, nos enfants qui soient massacrés et comme des bétails. Ça, on n'en veut pas. Bon, on comprend. Je sais que ceux que nous suivent en ce moment savent très bien ce qui se passe à l'est du pays, savent qu'il y a des tueries, qu'il y a des massacres, qu'il y a tout ce qu'on peut dire. Mais vous, en tant que leader d'opinion, n'est-ce pas, en tant que président d'une grande plateforme telle que le RCK, pour qu'on puisse passer à un autre dossier, qu'est-ce que vous proposez définitivement? Oui, mais c'est ce que je dis. Oui. Je propose trois choses. Premièrement, je dis que les accords d'Addis Abeba en Éthiopie, qui étaient signés le 24 février 2016, 2013 plutôt, il faut que ça soit respecté. Mais
tous les pays étaient présents, les pays frontaliers, les Rwanda, l'Ouganda, Burundi, et y compris les Nations Unies. On a dit, cessez les faits, arrêtez de massacrer la population congolaise. Si les Rwanda, l'Ouganda ou les Burundi veulent exploiter, mais qu'ils viennent exploiter légalement, qu'il n'y ait plus de tueries. C'est comme on voit, il y a pas mal de sociétés de multinationales qui viennent dans notre pays pour exploiter, mais il faut qu'ils le font légalement. Et ça, il n'y aura pas de problème. Mais quand ils viennent avec des groupes de rebelles, c'est ça le problème. Et puis, ce qu'ils font actuellement, on peut dire c'est la violation des territoires. Ce qu'ils sont en train de faire, les Rwanda, l'Ouganda et puis les autres groupes de rebelles. Et je propose aussi au peuple congolais, c'est l'application de l'article 63. Concrètement, mais l'article 63, c'est important parce que ça demande à tout Congolais a les droits et devoirs sacrés, quand je dis sacrés, même spirituels, de défendre l'intégrité territoriale. Que signifie l'intégrité territoriale? Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Que tu sois ouvrier, artisan, politicien ou je ne sais pas quoi, tu dois défendre ton territoire là où tu es, comme le Maï-Maï, ils sont en train de défendre les territoires congolais. Je ne parlais pas de la révolution, c'est différent, parce que nous sommes encore occupés. C'est ce qu'on appelle l'occupation à l'intérieur du pays. C'est pour ça l'article 63 demande à tout Congolais de défendre son pays. C'est pas une révolution. Monsieur Jean-Martin Sali Bongenge, nous sommes occupés, comme vous le dites. Bon, moi je ne sais pas, parce que vous avez des réponses. Moi je ne pose que des questions. Moi, je sais une chose, que depuis des lustres, ces peuples-là habitent dans notre pays. Et si on rentre encore un peu plus loin, on verra l'opération turquoise, tout ça, qui a fait qu'il y avait une masse, un afflux de Rwandais qui sont rentrés dans notre pays fouillant les génocides, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, il y a certains Rwandais qui prétendent que ce sont des Congolais. Qui sont nés au Congo, qui habitent au Congo. Je vous pose une question. Par exemple, nous qui sommes ici en France, il y a des enfants français qui sont nés ici. Est-ce que les Français peuvent dire qu'ils sont des occupants, qui veulent occuper leur territoire? Vous savez, monsieur les journalistes, n'oublions pas que la nationalité congolaise est une et exclusive. Ça, c'est un. Pas pour vous, les Congolais, c'est votre terre, on peut pas être Congolais. Donc, vous m'avez posé la question, je vous réponds. S'il y a des Rwandais, des Ougandais, il y a aussi d'autres nationalités. Il n'y a pas que les Rwandais ou les Ougandais. S'ils sont nés à Kinshasa, ils se sont naturalisés, ou ils ont demandé, comment dirais-je, la nationalité congolaise, qui les était accordée. Mais c'est des Congolais. Ben oui, ils ont les droits. C'est ce que je suis en train de vous dire. Mais n'oublions pas, après l'assassinat de Juvéniel à Biarimana, il y avait l'immigration, il y avait des réfugiés rwandais qui sont entrés à l'époque en 1994. C'est pour ça que vous avez parlé de l'opération turquoise. Il ne faut pas oublier, quand l'opération turquoise a commencé, les bases militaires français étaient vers Kisangani et Bukavu. Ils ont pris des Rwandais qui étaient au Rwanda pour fuir le massacre. Ils les ont amenés en RDC. Et depuis qu'ils sont installés en République démocratique du Congo, tous ces réfugiés ne sont plus rentrés au Rwanda. Il faut comprendre, est-ce que tous ces réfugiés, ils ont demandé la nationalité congolaise ou pas? Ça, c'est un. De deux, il y en a, je sais, des Rwandais qui sont entrés bien avant, à l'époque de Mobutu, parce que les gens, beaucoup des Congolais, ils pensent qu'il n'y a que maintenant les Rwandais sont entrés. Ils sont entrés même avant 1960. Ils étaient là. Parce qu'à l'époque, il ne faut pas oublier ce que je peux dire au peuple congolais. Avant 1885, les royaumes Congo étaient grands. Et les royaumes Congo représentaient à peu près l'Afrique centrale. Les Rwanda, l'Ouganda, Burundi faisaient partie aussi du royaume Congo. Et c'est ça que les gens oublient. Et ce n'est qu'à partir de 1885 qu'ils ont partagé l'Afrique. Et le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi étaient de provinces en République démocratique du Congo. Et puis il y avait une même monnaie aussi. Mais oui, attends, mais il ne faut pas oublier
vous savez, la création de l'État Rwanda, c'est en quelle année? C'était même après le partage de l'Afrique, après 1885. C'était là. Après, ils ont créé l'État rwandais, ougandais, burundais. Donc c'était des régions qui faisaient partie D'où vient aujourd'hui que vous dites que non, que ces gens-là doivent rentrer au Rwanda? Où iront-ils? Est-ce qu'ils ont encore des maisons là-bas? Ont-ils du travail là-bas? Est-ce qu'ils vont se reconnaître là-bas? Vous avez parlé de la France tout à l'heure. Quand il y a eu l'occupation... Qu'est-ce qu'il faut dire à notre peuple qui dit qu'il faut qu'il parte? Non, vous avez parlé de la France tout à l'heure. Ouais. Quand il y a eu l'invention des Allemands ici en France, c'était l'occupation. Quand on vient dans un pays avec des armes, imposer et prendre les territoires par la force, c'est une occupation. Et c'est ça que je dis, occupation. Il vient prendre nos terres par la force. Il tue le peuple congolais par la force. Ils exterminent la population congolaise. Et c'est ça l'occupation. Quand il vient, comme vous avez dit... Une occupation reconnue parce qu'à l'époque, quand ils sont rentrés, même les autorités zaïroises à l'époque les ont vus rentrer, ils n'ont rien dit. Enfin, c'est pas sous Tshisekedi que cela est arrivé. Non, mais c'est ce que je dis. Le président Félix a commencé il y a 10 mois, et bientôt une année. L'occupation a commencé... Mais il y a des gens, il y a des gens aujourd'hui qui disent que non, il y a occupation, mais qui ont vu cette occupation-là naître. Mais oui, bien sûr, bien sûr, l'occupation, je dis, a commencé avant Mobutu, pendant la période de Mobutu, l'entrée de l'AFDEL de Mouzé Laurent Désiré Kabila, et c'était pire encore avec l'ancien régime des génocidaires Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila, et c'est lui qui a installé effectivement comment dirais-je, l'occupation, en commençant par lui-même, parce que l'occupation c'est d'abord Kabila. Ne cherchez pas de gauche à droite. La première personne qu'on peut dire l'occupant ou l'occupation, c'est Hippolyte Kanambe Joseph Kabila. Mais vous ne lui faites rien. Écoutez, si vous dites on lui fait rien, vous savez, vous m'avez posé la question. Il respire l'air du Congo. Non, s'il respire, mais il a peur. Vous savez, il y a des gens, tu les vois en train de marcher, mais tu ne sais pas ce qu'il a dedans. Vous savez, quelqu'un peut être malade, mais il est en train de marcher, vous ne savez pas il souffre de quelle maladie. Et Kabila, c'est pareil. Il a peur parce que les Congos ne lui appartiennent pas. Et ça, je l'ai dit haut et fort, les Congos appartiennent aux fils et aux filles dignes du pays. Les Congos appartiennent aux Congolais. Et il faut insister... Et on naturalisé congolais aussi. Où est-ce qu'on a vu qu'il était naturalisé? Il n'y a pas de preuves. Pourquoi je dis il n'y a pas de preuves? Vous savez, non, à l'époque, faut vous rappeler, à l'époque de Mobutu ou de Mouzé, toute personne, il peut aller à la commune faire... toute la nuit ici. Non, j'ai fini là. Ils vont à la commune faire des cartes d'électeurs. Ouais. On les fait gratuitement. On n'a pas le temps des recensements. Peut-être avec le gouvernement actuel, il y aura les recensements. Et c'est là on reconnaîtra qui est qui. Qui est qui. En commençant par Hippolyte Kanambe, peut-être il était parti à la commune de Gombe. Bon, vous savez, pour faire les cartes d'électeurs, c'est $100 ou $200. Ils vont mettre son nom, son papa, sa maman. Et en plus, nous, on avait demandé une chose, le test ADN. Pour prouver s'il est le fils de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Ça, on dit, on ne veut plus des Kabila dans notre pays. Les accords ou les alliances que Kabila avait signées avec le président Félix, nous, on n'en veut pas. Il a signé avec le président. On soutient le président Félix parce que c'est un fils du pays. Mais on ne veut pas l'alliance. Le mariage, vous savez, nous, on attend que les divorces entre les FCC et les CACH. Parce que la diaspora congolaise ou le peuple congolais du monde entier n'attend que ça. N'attend que les divorces entre les FCC et le CACH. Parce que pour que le peuple congolais puisse avoir, et pour que le chef de l'État puisse avoir les soutiens, la majorité de ce peuple-là derrière lui, il faut qu'il se sépare des Kabila. Kabila, c'est... au Sénat et... non, ne vous en faites pas. Les jours où Kabila... Ce sont eux qui prennent des décisions actuellement. Vous regardez en pleurant. Je vous l'ai dit, les jours où Kabila partira, il partira avec tous ces gens-là. Rappelez-vous à l'époque de Mobutu, qui pensait que le DSP,
tous ces gens-là qu'on avait connus à l'époque, la fuite de Mobutu, il était parti avec toute cette personne. Et soyez-en sûrs, les moments venus, Kabila partira avec toute la bande de la Kabylie et l'occupation sera chassée totalement en République démocratique du Congo. On va parler de votre vision en tant que parti politique. Et ma première question serait de savoir votre conversion en tant que parti politique, c'est pour quel objectif? Ma passion, c'est la politique. C'est défendre l'intérêt du peuple congolais. Défendre l'intérêt de la nation. Vous comprenez? On a mené un combat pendant une belle lirette, pendant des années, mais maintenant il est temps. La vision du RCK, nous avons proposé il y a bien longtemps que les jours où il y aura une alternance dans notre pays, les RCK sera des acteurs et des actrices au sein des institutions congolaises. Et aujourd'hui, il y a un fils du pays, le président Félix, qui est à la tête de notre pays. Parce que nous avons dit, dans la diaspora un peu partout, l'essentiel, les jours où il y aura un fils du pays, que ce soit toi, moi ou n'importe qui, à part le président Félix, on soutiendra. Et aujourd'hui, on ne peut pas changer des langages. On ne peut pas dire, ah tiens, maintenant, même si c'est que refuse de dire qu'on ne veut pas de président Félix. Les RCK, je dis, c'est un vent nouveau qui est venu pour apporter les changements en République démocratique du Congo. Et surtout que le chef de l'État, il a la même vision que le RCK pour la reconstruction du Congo. Parce que le Congo est à reconstruire. Oui. Et pour reconstruire les Congos, il faut vraiment qu'il y ait, comment dirais-je, le développement. Il faut qu'il y ait des infrastructures pour changer notre pays. Et pour les faire, on doit les faire ensemble. Et pour les faire, nous, les RCK a lancé d'abord l'appel à l'unité de peuple congolais. On dit l'union fait la force. À partir de l'union fait la force, on va appeler toutes les fils et filles du pays pour travailler ensemble. Essayer de sortir le pays après 18 ans de l'occupation. Parce que pendant 18 ans de l'occupation de la Kabylie, des Kabila, qui étaient au pouvoir, il a mis notre pays par terre. Il a mis notre pays KO. Et on doit changer les choses. Ces discours-là de nous allons bouter Kabila dehors, on l'a déjà entendu. Il n'est pas nouveau ces discours-là. Est-ce que quand vous vous dites que vous êtes président de l'RCK, donc on va carrément en finir avec cette affaire-là, mais vos détracteurs, les gens qui s'opposent à cette idée-là, parce que selon certaines personnes, le RCK ne serait pas seulement à vous. Et le RCK ne pouvait jamais devenir un parti politique. Et vous, aujourd'hui, vous dites que non, vous vous autoproclamez président du RCK. Et vous dites que non, c'est un parti politique. Il y a certains de vos membres qui ne sont pas d'accord par rapport à cela. Okay. Qu'est-ce que vous leur répondez? Premièrement, je ne suis pas autoproclamé. Le président Jean-Martin... Vous êtes autoproclamé. Bon, les gens, ils peuvent parler comme ils insultent aussi les présidents Félix. Parce que est-ce que tout le monde est d'accord avec vous? Tous les RCK, quand vous dites nous c'est qui? Je vous réponds. Ouais. Je vous réponds. Les Congolais ne sont toujours pas contents. Les Congolais aiment bien des spéculations, des critiques. Ça, je laisse la place aux gens qui aiment bien insulter, qui aiment bien critiquer. Le RCK, aujourd'hui, c'est un parti politique qui a la vision, les visionnaires est là. Tant que j'ai la vision pour aller de l'avant, nous allons, les RCK va conquérir les pouvoirs. Les gens qui aiment dire les RCK, machin, par-ci, par-là, c'est parce qu'ils veulent voir les RCK rester dans la rue, faire des manifestations. Monsieur Jean-Martin Sali Bongengue est-il créateur, fondateur du RCK? C'est lui-même. Donc, parce à part, non, je ne peux pas dire. Écoutez, monsieur le journaliste, vous savez, un enfant, il a deux parents. Il y a le papa, il y a la maman. Mais les génitaires, c'est les papas qui transmettent à la maman. Le génitaire, c'est Martin Sali. Les RCK, c'est un nom spirituel aussi. Ce n'est pas donné à n'importe qui, à n'importe comment, ou je ne sais pas. Mais le RCK est composé aussi
des personnes qu'on a commencé ensemble. Il ne faut pas rejeter ou refuser. Oui. Vous savez, quand tu as une vision, tu amènes... C'est moi, j'étais les premiers à dire en Belgique, en Allemagne et ici, quand je disais à mes... J'ai fini. Quand je parlais à mes compatriotes, il ne faut jamais être derrière un parti politique, ni derrière un politicien. Nous, de la diaspora, nous sommes capables de défendre et de travailler dans notre pays. Les gens prenaient ça à la légère, mais aujourd'hui, ça se réalise parce que c'est ma vision. La vision du RCK, c'est conquérir le pouvoir en République démocratique du Congo. Conquérir le pouvoir, c'est comme on a demandé un jour à Sarkozy, regarde la glace. Que pensez-vous? Il a dit, je serai. Le RCK se prépare pour les élections en 2023. Les élections législatives, sénatoriales et présidentielles. Nous serons là. Et le RCK va apporter son projet de société, le projet économique, le programme des gouvernements. Maintenant, on ne peut pas les sortir parce que nous sommes encore, il y a encore un chef de l'État qui est en train de travailler, le président Félix. Mais nous allons l'emboîter les pas en 2023. Nous sommes RCK, nous ne sommes pas des Tshisekidistes, nous ne sommes pas de l'UDPS, mais nous sommes un parti du peuple, rien que pour le peuple, et pour défendre l'intérêt du peuple. Mais si aujourd'hui, en 2023, et que le président Félix ne remplit pas les conditions, et qu'il faut, les RCK vont l'emboîter les pas. Voilà la vision du RCK. Parce que, président, vous savez, souvent dans le couloir, il y a des choses qui se disent. On dit toujours que Martin Sali a toujours triple casquette. Et tantôt, il est avec celui-là, tantôt, il est avec celui-ci. Bon, moi, je vous dis, parce que je suis avec lui sur ces plateaux, il n'est pas de la Mouka, il est avec le président Félix Tshisekedi. Donc, il soutient la vision du chef de l'État, n'est-ce pas? Là, vous avez corrigé. Le RCK ne marche pas derrière le parti politique ni UDPS. Écoutez bien, nous ne sommes pas derrière le parti politique. Nous marchons avec la même vision du chef de l'État et le RCK pour la reconstruction du Congo. Si aujourd'hui il y a des choses qui ne vont pas, le RCK est prêt à dire au chef de l'État, ça ne va pas. C'est pour ça que nous sommes dans l'opposition constructive. Non, constructive. Pas républicaine. Républicaine, c'est des nuances. Oui. Parce que le républicain, bon, opposition républicaine, là c'est la Mouka. Bon, c'est eux. Mais nous, RCK, je vous ai dit, c'est un vent nouveau. Ouais. Une opposition constructive avec des nouveaux idéologies. Donc, c'est ce qu'on va apporter dans notre pays. Parce que tous les anciens qui ont travaillé avant le président Félix ou après le président Félix, mais les RCK va changer. Parce que les RCK, je dis à la diaspora congolaise de nous faire confiance parce que nous avons lancé déjà les défis au niveau économie, social, politique, moral, culturel, militaire et monétaire. On doit revoir tout ça. Du côté monétaire, comment on peut faire que notre monnaie soit forte en République démocratique du Congo? Un petit exemple. Non, parce que après il y a pas mal de choses que je vais étaler. Au niveau militaire, on voit comment il y a les massacres à Béni. Qui va défendre le peuple congolais? Et tous ces projets, on va essayer de voir ensemble avec les chefs de l'État. L'opposition est constructive parce que nous, on va essayer de pousser le peuple congolais d'avoir un peu tout ce qu'on appelle le patriotisme. Déjà, on a amené l'éveil patriotique dans la diaspora et rien n'empêche qu'on puisse amener aussi cet éveil du patriotisme en RDC, et puis il faut que les investissements de tous les Congolais, il n'y a pas que nous, les RCK. Quand je dis les investissements de tous les Congolais, parce que le peuple congolais a besoin de se retrouver en RDC. Il faut qu'ils se retrouvent. Toute la diaspora, il faut qu'on y va. On ne peut pas rester crier tout le temps ou prendre les ordres de quelques personnes, soi-disant des chefs, qui vous disent il faut manifester ou il ne faut pas manifester. Non. Il y a dans la diaspora, je vous dis, messieurs, il n'y a pas que le RCK. Vous ou les autres qui sont dans la diaspora, ils sont mieux et capables
il y a des intellectuels, il y a toutes les catégories des personnes qui peuvent travailler en République démocratique du Congo, qui peuvent apporter un changement. Et c'est ce que nous, on veut apporter en RDC. Voilà. Donc je vois que quelque chose se prépare, chers téléspectateurs, lorsque le président Jean-Martin Sali Bongengue parle comme ça avec beaucoup de précision, c'est-à-dire quelque chose se prépare. Monsieur le président, le chef de l'État est arrivé ici en France. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Alors dites-nous un peu, d'abord le côté positif de son arrivée, et puis on parlera un peu du côté négatif. Parlons un peu du positif. Selon vous, qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui vous a captivé ou bien qu'est-ce qui vous a marqué par rapport à cette descente du chef de l'État ici en France? Oui, il y avait une forte mobilisation. Que je remercie aussi tous ceux qui se sont investis et engagés dans ces démarches pour qu'il y ait une réussite. On a vu dans la grande salle des conférences au moins 5000 personnes. La salle était archi-comble. Il y avait plein de monde. On était tous là pour les soutenir. Il y avait, nous, les leaders d'opinion, on était là. Il y avait les briseurs des silences, il y avait les gens de la communication, il y avait tout le monde, il y avait des patriotes, et surtout il y avait des patriotes congolais qui étaient présents. Donc moi je dis cette réussite a prouvé que Paris c'est Paris. Hein, quand on dit Paris, c'est Paris, on ne parie pas à Paris, et Paris ne tombera jamais. Mais on veut que les discours qu'a tenu le chef de l'État, on a tous suivi, que ça soit respecté et que ça puisse se faire, que ça ne soit pas des paroles en l'air. C'est ça les problèmes. Nous, on est RCK, on est des patriotes. Comme je dis, on regarde, on a un regard pour notre pays. Mais s'il y avait une petite synthèse à faire, ou bien s'il y avait quelque chose de retenu par rapport à ce que le chef de l'État avait dit, qu'est-ce qui vous a marqué, qu'est-ce qui a marqué votre esprit et peut laisser un souvenir indélébile dans votre cerveau? Oui, mais moi, c'est ce qui m'a marqué. Et quand il a regardé le monde, il a dit, ah, maintenant, je pense que je suis le président de tous les Congolais. C'est les premiers mots qui m'ont étiqué. Et deuxièmement, quand il a parlé la mise en place d'un tribunal pénal international en République démocratique du Congo. Là, j'ai dit, ça c'est coup de chapeau dans les sens. Pendant toutes ces années, on s'est battu contre les massacres en RDC. Aujourd'hui, nous comptabilisons plus de 12 millions de morts de peuple congolais. Des charniers, un peu partout en République démocratique du Congo. Les massacres des Boudidia Congo, les massacres des Kamwena-Samp, les défauts. Quand on voit tout ça, on ne peut pas laisser cette impunité en République démocratique du Congo. Et les criminels, les assassins, ils sont là. Ils ont assassiné Floribert Chebeya et Fidel Bazana. Ils ont assassiné Botechi. Ils ont assassiné Armatongulu. Ils ont assassiné Rossi Mukendi et tant d'autres personnes. Même aussi dans les sièges au sein des sièges de l'IDPS, ils ont assassiné un peu partout, on pleure nos morts. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de réparation. Non, ça ne passera pas. Il faut que justice soit faite, il faut que justice soit équitable. On veut instaurer un état de droit, mais pour instaurer un état de droit, mais il faut que justice soit équitable. Si on laisse passer ces massacres dans l'oubliette, mais il y a des familles qui sont là, qui n'attendent que ça. Et ces criminels sont là. Il y a les John Numbi, il y a les Bisengimana, il y en a autant. Et en commençant par lui-même, Kabila, même si je vais toucher, mais je préfère les dire. Ce qui massacre jusqu'aujourd'hui la population congolaise, c'est Paul Kagame, Yoweri Museveni et Kabila. Ce sont les trois commanditaires qui massacrent le peuple congolais. Il faut qu'on les dise. Les RCK, excusez-moi, les RCK ne font pas la politique d'Autriche. Je ne suis pas de la Mouka. Je ne suis pas des Cash, je ne suis pas des FCC, je suis un patriote congolais. Une personne qui a l'amour et veut servir son pays. Quand les assassins de peuple congolais sont là,
monsieur le journaliste. Un criminel qui a tué ton père, ta mère, tu les vois en face de toi et tu ne peux pas parler. Non. Cette impunité ne passera pas. Il faut que tous ces criminels soient jugés. Et c'est là où il y aura un réel état des droits. Si on ne le juge pas, on voit Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila circuler librement en RDC. Ça nous fait mal. Et ça fait mal à tous les Congolais, même ceux qui n'en parlent pas. Moi, je lève ma voix mais lorsque les gens disent que c'est toujours les FCC qui est au contrôle, hein, au contrôle du judiciaire, du pouvoir, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela? Est-ce que c'est vrai? Il faut comprendre une chose, quand le président Félix est arrivé au pouvoir, bon, il n'avait pas la majorité au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Sénat, au niveau provincial. Soyez franc, quoi. C'est ce que je dis. Bon, maintenant, les FCC, ils ont la majorité. Mais moi, je crois que c'était la majorité des députés et des sénateurs. Ils étaient nommés. Ils n'étaient pas élus. Ils ont retiré les noms des vrais députés qui devaient être élus par les peuples. Et ils ont nommé, parce qu'il y a des quotas. C'est le jeu de la Kabylie. C'est pour ça qu'on ne veut pas des Kabylas en RDC. Il faut qu'on essaye de couper les cordons ombilicaux qui lient entre Kabila et la RDC. Voilà, Monsieur le Président, je pense que... Mais bientôt, si la Kabylie, vous savez, chaque chose a son temps. Mais pourquoi Kabila vous fait-il autant peur, ce monsieur? Au contraire. Il vous fait peur, là? Au contraire. Tout le monde parle de Kabila, non, apparemment, lui, il a peur. Non, c'est une personne... Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a une crise, là. Non, c'est une personne qui est révolue. Quand moi, Martin Sali, je lève ma voix pour les dire. C'est ce que je demande à tous les peuples congolais de continuer à mettre la pression. Il faut que Kabila soit arrêté, jugé et condamné. Et ça ne passera pas. Il ne fait peur à personne. C'est dans la tête des peuples congolais. C'est ce qu'on appelle l'aliénation. Ils mettent dans la tête des peuples congolais, attends, il est comme ça, il est rien. Il ne vaut rien du tout. C'est ce que pense le FCC. Où les gens de Kabila, ils se disent, ah lui, non mais il est qui devant moi? Moi, Martin Sali, je vaux plus que Kabila. Pourquoi je dis je vaux plus que Kabila? Kabila n'est pas un Congolais. Moi, votre frère et sœur, je suis un fils digne du pays. Je suis Congolais. Il faut m'accepter, moi, accepter le président Félix Tshisekedi Tshilombo, accepter et tous les autres opposants congolais. Nous sommes des Congolais, mais Kabila n'est qu'un passager chez nous. Voilà ce que je voulais dire. Merci, Président. Qu'est-ce qui a été mal fait lors de l'arrivée du chef de l'État? Qu'est-ce que vous avez pu retenir comme erreur, bon, je sais pas. Qu'est-ce qui n'a pas été, qu'est-ce qui ne vous a pas plu lors de l'arrivée du chef de l'État? Est-ce que vous avez été satisfait d'être avec votre chef? Est-ce que vous avez parlé avec lui? Vous avez eu le temps d'échanger avec lui? Bon, écoutez, monsieur le journaliste, je ne faisais pas partie, ou les RCK ne faisaient pas partie de l'équipe de l'organisation de l'arrivée du chef de l'État à Paris. Donc, il y a des personnes qui sont mieux pour vous répondre. C'est ceux qui étaient à l'ambassade ou qui s'occupaient de l'organisation. Et je profite pour dire au peuple congolais qui nous suivent, Martin Sali ou les RCK, nous n'avons reçu aucun centime, ni un euro. De la part, ni un euro. Le président du RCK, mais depuis le RCK a commencé, moi, c'est que les gens, ils peuvent penser... je vaux des millions. Je vaux des millions dans le sens que... Vous étiez avec les chefs, vous avez parlé avec les chefs non, on n'a pas eu l'occasion, Nous avons rencontré, comment dirais-je, les corps diplomatiques, hein. Nous avons rencontré les personnalités politiques venant de la RDC, le ministre, les conseillers du président, mais on n'a pas eu l'occasion parce que nous avons eu l'invitation pour être reçus par le président. Malheureusement, le même jour, le président avait 2 rendez-vous au niveau de l'Élysée. Donc, je ne peux pas rentrer dans ces détails. Donc, on se verra très prochainement. En tant qu'homme politique, maintenant, si vous regardez droit dans la caméra, s'il y a quelque chose à dire au chef de l'État et au peuple congolais, qu'est-ce que vous voulez dire?
Ce que je peux dire au chef de l'État, je l'encourage, je le soutiens. Il est arrivé au pouvoir il y a moins d'un an. Bon, qu'il puisse travailler à l'attente du peuple, que le peuple puisse manger à sa faim, que le peuple puisse avoir les soins appropriés, donc la construction des hôpitaux, comme il a commencé avec les écoles, mais il faut que ça soit sur l'étendue de la République démocratique du Congo. Il faut qu'on puisse voir aussi au niveau des transports. Il faut revoir un peu les états des routes, parce que, bon, c'est bien, il a fait des tronçons des routes, mais il faut que ça soit étendu sur l'ensemble du territoire. Mais surtout, il n'y en avait pas. Avec les pluies diluviennes qui s'est abattues la semaine passée en RDC en tuant plus de 40 à 50 personnes. Mais il faut aussi que le peuple congolais puisse travailler, pas seulement le chef de l'État, parce qu'il y a eu des constructions archaïques un peu partout, là où devait passer l'eau, mais ils ont construit des maisons. Donc il faut qu'on puisse revoir le plan d'urbanisation et d'assainissement en République, et plutôt à Kinshasa et en République démocratique du Congo. Il faut que le président puisse voir aussi les problèmes de l'énergie, donc l'électricité pour tous, parce que ça manque dans des coins. Pourtant, nous avons le plus grand barrage, les barrages d'Inga, les barrages des Zongo, mais il faut que la République démocratique du Congo soit éclairée. Quand on fournit l'électricité au Congo-Brazzaville et à d'autres pays, mais il faut la charité bien ordonnée commence par soi-même. Il faut qu'on puisse être éclairé et surtout qu'il y ait de l'eau potable. Nous avons le fleuve Congo à côté, mais il faut que le peuple congolais puisse avoir l'eau potable. Il faut qu'on puisse aussi avoir des banques. C'est pour ça que j'avais parlé des problèmes des monnaies tout à l'heure. Mais il faut qu'il y ait aussi la construction des écoles, l'agriculture, les industries et plus aussi la communication. Donc on a besoin pour la finalité, on dira au président, on veut la sécurité et la paix du peuple congolais. Sans la paix, il n'y a pas le développement. Sans la paix, il n'y a pas la tranquillité. Sans la paix, on ne fera rien. Mais il faut que le président soit dur et ferme en tant que chef de l'État. Et le peuple congolais vous fait confiance. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de votre émission, le Congo Nouveau. Là, comme je vous l'avais dit au début, nous avons reçu sur ces plateaux Monsieur Jean-Martin Sali Bongengue, qui est président du RCK. Merci beaucoup, Monsieur Martin Sali, d'avoir accepté mon invitation. Merci, Monsieur Jérôme Moukouna. Sans oublier, je remercie toute mon équipe du RCK, l'équipe du RCK, il y a la vice-présidente Blandine Diafoutois, il y a vice-président Gimpongo qui est en Hollande. Comme les RCK est étendu un peu partout, sans oublier mes collaborateurs, Michel Ndofula, et puis il y a Aiko Nkumu, il y a Diadjon Poutela, ainsi que toute l'équipe du RCK qui m'entoure, qui fait que je sois ce que je suis. Donc, je ne suis pas ce que pensent les autres. Martin Sali est votre humble serviteur, un vent nouveau qui ira jusqu'en République démocratique du Congo. Alors moi, je dirais Martin Sali est votre président. Alors, comprenez. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je remercie également tous ceux qui aiment Jerry Moukouna. Maman Blandine, merci beaucoup. Et je vous dis... au revoir, on se revoit prochainement pour un autre numéro de votre émission, Le Nouveau Congo.